cousin. C'est parti ma Paul. C'est parti? Mon Pierrot, je suis très content de t'avoir là avec moi pour un petit temps privé et qu'on parle un petit peu de plein de sujets vraiment passionnants. J'aimerais, est-ce que tu peux te présenter simplement, vraiment rapidement? Alors, pour me présenter, ça va être très rapide. Ouais. Donc, je m'appelle Pierre Richard. Ouais. Je suis quelqu'un qui m'intéresse, on va dire, un petit peu à tout. Je pratique l'ostéopathie. Je n'aime pas dire d'ailleurs que je suis ostéopathe. Tu pratiques, voilà, c'est pas ton identité. Exactement, c'est pas mon identité. Bien sûr. Mais au travers de cette pratique ostéopathique, qui a une philosophie très holistique à la base, Ouais. j'ai été amené en fait à m'intéresser à énormément de choses et à des éléments qui, pour moi, à la base, étaient totalement éloignés de la santé ou en tout cas du vivant. Bien sûr. Alors, on a eu plein de discussions tous les deux. Il y a plusieurs thèmes qui m'intéressent beaucoup et notamment, peut-être que vous voyez sur la caméra, ces magnifiques tatouages que tu as là nous révèlent que tu as quand même une passion, c'est d'aborder la réalité à travers le prisme des mathématiques et de la physique quantique. Tout à fait. Moi, j'ai une passion, c'est de m'intéresser à certains personnages de l'histoire qui m'ont beaucoup apporté. Notamment, il y en a un, c'est Albert Einstein. Alors j'adore, je suis très loin de comprendre toutes les implications et ses recherches mathématiques ou physiques qu'il a fait. Par contre, j'adore sa philosophie. Un de mes livres préférés, c'est Comment je vois le monde. Voilà, j'adore sa philosophie. Et ce qu'il y a de pertinent chez lui, c'est qu'il s'est posé des questions d'enfant dans un esprit d'adulte. C'est comme ça qu'il se définissait. Voilà. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté? Quelle leçon tu as pu tirer de l'étude en fait, un petit peu d'historien finalement, de ce moment absolument incroyable dans le monde où on avait Einstein, Bohr, Paoli, Dirac, des gens incroyables qui ont, voilà, au début du siècle dernier, qui ont un petit peu révolutionné tout ça. Quelle leçon tu as pu commencer à en tirer en fait? Alors, ça s'étale vraiment sur des années d'études pour moi. Ce qui est très intéressant quand on étudie l'histoire, c'est que ce qu'on constate, c'est qu'il y a effectivement plusieurs formes de génie. Il va y avoir des génies qu'on nomme Paul Dirac, qu'on nomme Paoli, qu'on nomme même Schrödinger. Mais ces gens-là sont des génies dans le sens où ils vont être capables de développer scientifiquement des éléments qui vont faire avancer, on va dire, le schmilblick. Il y a une autre forme de génie qui est beaucoup plus rare et dont on manque cruellement aujourd'hui, et c'est celui d'Albert Einstein en fait. Et sa particularité, son génie en fait, n'a pas été tant dans sa capacité à modéliser ou à formaliser des notions scientifiques, parce que finalement, en fait, Einstein, c'était quand même quelqu'un qui était extrêmement feignant. C'était quelqu'un qui n'aimait pas trop les cours, et les mathématiques, c'était pas du tout sa spécialité. D'ailleurs, pour développer ses travaux les plus importants, qui sont la relativité, il a été amené à vraiment travailler avec des collaborateurs pour le formaliser d'un point de vue mathématique. C'est-à-dire que lui, il a amené l'idée, et il a demandé à ce que voilà, on arrive à le rendre opératoire de façon mathématique. Là où Einstein a été incroyable et qui fait, enfin, les gens doivent quand même se rendre compte que le monde tel qu'il existe aujourd'hui est le résultat des expériences de pensée qu'il a effectuées. Expérience de pensée, ça a été par exemple de se dire qu'est-ce qui se passe si je chevauche un photon. Voilà, qu'est-ce que je passe si je tombe à s'imaginer, alors qu'il ne l'a jamais fait, en chute libre. C'est ce genre de choses qu'on n'a jamais expérimenté et pourtant on se met dans cette situation pour... c'est la force des expériences de pensée, c'est-à-dire de pouvoir imaginer des situations qu'on ne peut pas expérimenter physiquement, mais qui permettent de réfléchir à l'implication de certaines théories. Et c'est là où Einstein a été très très fort, parce qu'il réfléchissait systématiquement, non pas à la théorie en elle-même, parce que la théorie, elle peut fonctionner parce qu'elle permet juste de répondre à des équations et donc du coup d'apporter une certaine technicité. Mais lui, c'est pas ça qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était de comprendre. Et pour moi, c'est vraiment le point clé, c'est de comprendre les implications de ce que...
enfin oui, pratique, mais même théorique. C'est-à-dire que, ok, votre théorie, elle fonctionne. Oui, mais dans la vie, dans ma Mais vie... qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça implique? Par exemple, il y a énormément de théories, d'ailleurs, Étienne Klein en parle vraiment très très bien, il y a énormément de théories en physique, mais des théories basiques, que la majorité des gens, en tout cas ceux qui font des études, connaissent, mais ils n'ont aucune idée des implications qu'elle a. L'une de celles-là, par exemple, c'est par rapport à la masse et à la gravitation, qui fait que les gens, encore aujourd'hui, ont une vision très aristotélicienne et pensent que la masse a quelque chose à voir par rapport à la gravité. Hein, et donc, Étienne Klein aime bien donner cette image entre la Terre, le mouvement de la Terre autour du Soleil, et il propose de remplacer la Terre par une théière. Il demande, ok, si on remplace la Terre par une théière, quel va être le mouvement suivi par la théière? Et la majorité des gens vont avoir justement cette vision qui fait que ça ne sera jamais la même. Soit la théière va partir à l'infini, soit elle va s'écraser sur le Soleil, mais ça ne sera jamais la même. Et pourtant, depuis Galilée, on sait très bien que non, c'est exactement la même chose. Alors là, tu vois, je me mets à la place d'une personne, j'ai envie de dire normale, qui regarde cette vidéo, qui dit c'est bien joli tout ça, mais en quoi ça va faire avancer le monde? En quoi ça a une application dans notre vie quotidienne? Tu vois, dans les problèmes qu'on essaye de surmonter de nos jours dans cette société moderne. D'accord, c'est intéressant que la gravité, peu importe, ça n'a pas de rapport avec la masse. Mais so what? D'accord. Alors, ça c'est une question qui revient quand même assez souvent. Oui, c'est souvent le contre-argument de... Ouais. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment très très importante dans la construction du schéma humain. Dans les études, surtout en neurolinguistique, on a mis en avant le fait que la façon dont une personne crée son schéma corporel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon dont on perçoit le monde, notre environnement, génère des formes de connexion dans notre cerveau qui permet d'agir en conséquence. Je donne un exemple. Le fait de dire que le monde dans lequel on vit, par exemple, a 6000 ans, et que pendant ces 6000 ans, en fait, l'homme a été là, ce n'est pas la même chose que de dire que la Terre ou l'univers a 14 milliards d'années, et qu'il a passé la plus grande partie de son temps sans nous. Ça, ce n'est pas simplement une croyance. Quand on le sait, l'homme peut se replacer donc, dans une certaine forme de formalisme et de réalité. Parce qu'on peut rester avec la croyance que la Terre a 6000 ans, mais on a quand même des éléments quand même très très factuels qui nous montrent que pas du tout. Et la conséquence de ça, les implications, comme dirait Einstein, c'est que, eh bien, en fait, nous on est apparu, l'humain, le vivant est apparu, mais dans un instant très court en fait, si on prend toute la chronologie de l'univers. Et ça, pour se construire, d'un point de vue métaphysique, de se construire en tant qu'humain, ça change tout. C'est pas seulement une idée, c'est pas seulement une information de plus. Non. Ça a vraiment, même presque on a envie de dire physiologiquement, quoi, hein, des conséquences et des implications sur notre construction. Absolument, parce que la façon dont on va se représenter et pour le coup la façon dont on va échanger avec les gens va être complètement différent. Alors, échanger avec les gens, moi ça j'adore, parce que dès que j'ai un invité sur ma chaîne, j'essaye de me demander pourquoi lui il est devenu passeur en fait. Pourquoi il a écrit un livre, pourquoi il fait des cours, pourquoi il fait une chaîne YouTube. Pourquoi ça tu vois, ce terme de passeur et de vouloir toucher le plus grand nombre avec une certaine forme de philosophie. Je veux toujours savoir pourquoi. Pourquoi il y a derrière ça. Toi tu as plusieurs livres en cours. Tu es dans cette démarche aussi de sensibiliser, en fait, tu participes au stage ici, etc. Quel est ton pourquoi derrière ça? Quel est mon pourquoi? Moi, je suis quelqu'un qui a systématiquement été, enfin depuis en tout cas ma plus jeune enfance, été émerveillé par la vie et par l'univers. C'est-à-dire que le monde, la façon dont je l'ai appréhendé, la façon dont je l'ai découvert est tellement merveilleux, c'est-à-dire quasiment aux antipodes finalement de ce qu'on nous présente traditionnellement,
que pour moi c'est... En tout cas modernement peut-être, de façon moderne. Oui, et encore... Dans les traditions peut-être. Voilà, si on veut avoir accès par exemple au monde, donc du coup à la réalité dont je vous parle, il faut quand même avoir certaines connaissances. Donc j'en avais parlé il y a 2 ans déjà avec la notion de non-localité qui avait été développée par Alain Aspect. Non mais quand on prend connaissance et conscience du coup des implications, encore une fois, de ce que signifient ces découvertes-là, mais ça donne le vertige. Ça dans, donne, dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, ça donne le vertige. Et donc, on se dit, mais waouh quoi, on vit dans un monde de fou, mais de fou positif. C'est-à-dire, c'est le plus incroyable des parcs d'attractions qu'on puisse imaginer. C'est là où la complexité touche à la beauté. Exactement. Et donc là, on se dit, mais dans cette beauté-là, on a une place, nous. Et du coup, il y a une relation qui se crée. Et donc, moi, mon but, c'est vraiment d'aller creuser un petit peu plus loin, de repousser un petit peu les territoires de ce monde qui est inconnu. Parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'on fait des découvertes, c'est de plus en plus magique. Alors que, quand même, depuis un certain temps, on nous présente un monde figé, statique, et quand même assez triste, hein, qui est toujours tourné vers les mêmes choses, et on nous dit quand même les choses sont déjà prédéterminées, elles sont comme ci, comme ça, et puis c'est fini. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors, c'est-à-dire que en se réappropriant de l'information, en l'expérimentant pour en faire de la connaissance, comme tu aimes bien le dire, est-ce que ça change en fait notre posture par rapport au monde? J'ai l'impression qu'on se rejoint là-dessus. Moi j'aime bien parler de cette notion de posture, et on en parlait un petit peu hier. Voilà, si je suis dans un train, on est tous les deux dans le train, on regarde tous les deux le paysage défiler. On a tous les deux une expérience différente de ça. Tu peux regarder le paysage en pensant que c'est la guerre dans le monde ou dans tel pays, que c'est terrible et qu'il y a la famine. Tu peux regarder le paysage en te disant que le monde est merveilleux parce que les plantes qui poussent, les oiseaux qui volent, c'est magnifique. Il y a une forme de beauté comme tu viens de le dire. Donc finalement c'est toujours quel verre on remplit. C'est pas le verre à moitié plein à moitié, c'est quel verre je remplis pour mener ma vie. Parce que si je me focalise sur les choses qui sont terribles dans notre monde, parce que par la peur qui découle de ma méconnaissance finalement de ce monde, j'aurais fini ma vie. L'ignorance crée de la peur. Voilà, j'aurais fini ma vie en étant focalisé sur des sentiments comme la tristesse ou la colère. Et ça c'est un élément très important parce que moi j'ai découvert justement dans les recherches que je développe une zone où justement toutes ces caractéristiques sont dépassées. C'est-à-dire que plus j'en apprends sur la réalité, moins j'ai peur. D'accord ? Parce que effectivement, le monde qu'on essaye de nous vendre actuellement, il est extrêmement hostile, il est extrêmement obscur, statique, noir. Alors que le monde n'est pas du tout comme ça. Il n'est pas du tout comme ça. C'est même tout l'inverse. On change un petit peu de sujet, enfin quoique. Moi, je parle de long en large sur ma chaîne de l'hormèse. Et une des premières fois où je t'ai entendu parler, tu m'as titillé avec un autre terme, qui est le terme d'homéorésie. Et je me suis dit, avec des propos qui me touchaient beaucoup, et j'avais l'impression qu'ils ressemblaient un petit peu aux miens, dans le sens où je disais que le vivant, il est fait pour expérimenter des pics d'activité, de stress. Il n'est pas fait pour... C'est pas cette fameuse homéostasie. C'est pas un état figé où on vit dans un cocon, justement, on est un système adaptatif et on est fait justement pour l'expérimentation. Et toi tu lui dis, ouais mais l'homéostasie c'est bien gentil, c'est périmé depuis X années. Il faudrait commencer à parler d'homéorésie. Et là, j'ai couru après depuis 3 ans, mais alors vraiment, pour que tu nous parles un petit peu de ça, est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots? Alors, je vais en toucher 2 mots parce que c'est le nerf du problème en fait. C'est vraiment le nœud du problème. Tout mon travail actuellement est tourné vers ça. Et lorsque j'étudie les mathématiques, lorsque j'étudie la physique, lorsque j'étudie la thermodynamique, tous ces éléments-là, c'est par rapport à cette homéorésie. D'accord. On parle actuellement, depuis 50 ans, la mode effectivement est à l'homéostasie. Parce que on a considéré justement que on a compris qu'il y avait des mécanismes qui étaient autorégulants et qui permettaient justement donc lorsqu'on laissait un système en fait au repos, de voir apparaître en fait des états d'équilibre. Ok. Il y a eu ensuite
Et c'est après ça qu'est apparue la notion d'hormèse qui expliquait, ok, l'équilibre c'est bien, mais il ne faut pas rester dans une zone de confort parce que sinon, les fonctions justement qui sont là pour équilibrer, on va avoir tendance à s'atrophier. Donc, il faut quand même sortir de cette zone de confort. Et aujourd'hui, on s'accorde à dire en fait que ce sont ces deux éléments-là qui créent le pilier du fonctionnement du corps. Et moi, je ne suis pas d'accord, parce qu'il manque l'élément principal qui est l'homéorésie. Alors, l'homéorésie, c'est un terme, si vous allez sur Internet, vous ne trouverez rien. Rien. Moi, c'est pour ça que je te cours après. Mais absolument, et c'est pour ça que moi je travaille par rapport à ce livre, justement pour pouvoir le rendre accessible au plus grand nombre. Donc ces livres, il y en aura plusieurs. Oui, il y en aura plusieurs parce que du coup il faut étaler un petit peu le travail. L'homéostasie, il se définit en fait par des mécanismes d'autorégulation mais dans un système. D'accord? L'homéorésie, c'est le principe homéostasique qui va intégrer l'environnement. D'accord. C'est-à-dire qu'on va prendre un corps physique. L'homéostasie, c'est ce qui va se passer à l'intérieur du corps physique, tous les mécanismes régulateurs qui vont permettre justement de cicatriser, de digérer, de se soigner, de dormir, voilà, tout ça. L'homéorésie, c'est tous les éléments qui vont se retrouver à l'extérieur du corps, donc dans l'environnement, et qui vont justement influencer les mécanismes de régulation. Est-ce qu'on rejoint la notion d'épigénétique? Absolument. L'épigénétique est un phénomène homéorésique. Ok, très bien. Ça déjà, ça éclaircit sûrement beaucoup des... Ouais, ok. C'est un phénomène homéorésique. Très bien. Et l'homéorésie est un élément qui est issu de l'étude des systèmes complexes en thermodynamique. D'accord. Qui a été étudié notamment par Ilya Prigogine, j'en avais parlé déjà il y a 2 ans, d'accord, avec les notions de bifurcation, du système d'état dans les états d'équilibre, mais dans une instabilité, qui rejoint donc les lois d'Hormèse. Ouais. Ces notions-là d'homéorésie ont vu apparaître des formalismes, du coup en mathématiques, lorsqu'on a pris conscience que tous les mécanismes d'autorégulation interne d'un système, donc là je prends le corps, ne sont autorisés uniquement que par les mécanismes homéorésiques. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire vis-à-vis de l'environnement. Ça veut dire que l'homéostasie, pour résumer, l'homéostasie, c'est ce qui régule les mécanismes. L'homéorésie, c'est ce qui permet. D'accord. D'accord? Donc en fait, l'homéorésie, c'est ce qui va permettre à l'homéostasie d'agir. Et l'homéostasie va avoir une action plus ou moins efficace en qualité et en quantité en fonction de l'homéorésie. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'environnement, c'est le plus important. Le plus important. On a encore actuellement une propension à vouloir se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur, d'accord? L'alimentation, les médicaments, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Tout ça, ok, c'est très bien. Par contre, il y a un facteur fondamental qui est l'environnement et qui va jouer sur la façon dont vous allez digérer, que vous allez avoir de traiter les médicaments, l'efficacité même des médicaments. Il a été démontré là, il n'y a pas très longtemps justement, que l'efficacité d'un médicament dépend du contexte, c'est-à-dire du cadre dans lequel vous le prenez. Et ça, c'est valable pour tout. Par exemple, moi j'aime bien prendre cet exemple dans mes formations. Vous n'allez pas avoir la même résultat. Par exemple, on va prendre au niveau des aliments, un aliment qui est considéré comme pas forcément très bon pour la santé, la pizza. D'accord ? L'organisme va générer des mécanismes de régulation et d'intégration beaucoup plus, on va dire, positifs si vous mangez un aliment qui n'est pas considéré comme bon, comme la pizza, mais dans un environnement adapté, c'est-à-dire avec du soleil, amis, la famille, des amis qui vous aiment, que vous aimez, avec une bienveillance, vous êtes bien. Est-ce que ça rejoint le fait de sourire dans un congélateur? C'est un peu ça aussi. Il y a un peu de ça, c'est pas tout à fait ça. Ton explication, désolé. Et de l'autre côté, vous prenez l'aliment le plus sain du monde, mais le plus sain, hein, celui que vous voulez, d'accord, le plus bio, le plus, voilà. Mais vous êtes en colère. Vous le mangez, même pas en colère, vous le mangez dans une cage noire, au fin fond d'une île déserte où vous êtes tout seul depuis 6 mois.
cette pomme, vous allez quand même mourir le lendemain. Peut-être au bout de 6 mois, on sera devenu un espèce de moine. J'aime bien exagérer la chose pour caricaturer, mais c'est pour montrer, et ça, ce que je suis en train de dire là, par rapport à la caricature, c'est la démarche d'Einstein. C'est-à-dire, c'est montrer les implications de... C'est-à-dire que si on considère, comme par exemple par rapport à l'alimentation, que seule l'alimentation suffit. Ok, mais qu'est-ce que ça implique, dit Einstein? Ok, donc faisons des expériences de pensée. Allons sur une île déserte, vivez tout seul pendant... Restez immobile. Voilà, allez dans un endroit où il n'y a pas de soleil, où c'est très très sombre, pas de contact. Vous restez comme ça pendant, on va dire, allez, un petit mois, ok. Et on vous amène, mais sans que vous soyez en contact avec quelqu'un, on vous dépose les meilleurs aliments du monde. Tout de suite, je pense qu'on a tous la capacité d'imaginer que ça se passe pas bien. Là, les implications, on comprend qu'il y a un problème, d'accord? Et ça permet justement du coup de dépasser ces expériences de pensée, permet de dépenser, de voir des paradoxes qui peuvent y avoir au sein même des théories qu'on a, et de dépasser du coup ces éléments-là. J'ai l'impression que tu habilles d'un regard scientifique en fait. Moi, ma position en tant que formation de naturopathe, on voit la globalité, le côté holistique des choses. Et quand on dit holistique, en fait, on essaye plus ou moins de dire ça. Enfin, il y a quelque chose, mais sans le dire. C'est-à-dire que... Et là, tu apportes le background scientifique. Voilà, moi, je vois, il y a beaucoup de gens qui parlent de holisme, donc du principe holistique. Mais, encore une fois, Einstein, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est pour vous la globalité? Parce que quand, par exemple, vous êtes un thérapeute, il y a un patient qui vient vous voir. C'est quoi pour vous la globalité, concrètement? C'est aller voir toutes les structures du corps sans en oublier aucune? C'est juste voir une partie du corps? C'est où est-ce que ça s'arrête? Est-ce que c'est est-ce que c'est l'aspect physique? Est-ce que c'est le corps physique? Est-ce que c'est le corps éthérique? Est-ce que ça va dans un environnement? Est-ce que c'est la pièce dans laquelle vous traitez le patient? Est-ce que c'est la ville où vous traitez le patient? Est-ce que c'est le pays où vous traitez le patient? Est-ce que c'est le monde où vous traitez le patient? Est-ce que c'est la galaxie dans laquelle vous traitez le patient? Mais donc encore une fois, c'est par manque d'informations qu'un thérapeute pourrait ne pas être un bon Exactement, thérapeute. Parce que pour moi, la globalité, c'est pas le corps du patient. Ah oui, non, bien sûr. Nous, quand on parle vraiment de vision holistique, c'est comme tu l'as dit, c'est considérer tous les facteurs qui font de ce patient un patient. Mais encore une fois, si j'ai une approche uniquement, je sais pas moi, je fais imaginons que je suis un nutritionniste et alors je vais me focaliser sur la nutrition et comme tu dis, je pensais que la globalité finalement c'est l'ensemble des repas et l'ensemble de son système digestif et la personne, et je ne vais pas considérer... Sauf que l'aliment, comme j'ai expliqué, en fait, l'aliment lui-même n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur. C'est-à-dire qu'on parle toujours de bon ou de mauvais animal. C'est le rapport. Voilà. C'est-à-dire que c'est un potentiel. L'aliment, c'est un potentiel. Et en fonction du contexte, du cadre dans lequel vous allez l'utiliser, et en fonction du récepteur, c'est-à-dire en fonction de l'état du terrain du récepteur, il va être, c'est le mélange qui va se faire entre les deux qui va générer un résultat. Et c'est là où ça peut être bien ou pas bien. Mais potentiellement, on ne peut pas se permettre de stigmatiser des aliments. Parce qu'ils sont neutres, ils n'ont rien demandé, ils sont neutres. Donc c'est un potentiel qu'on va transformer. Et cette transformation, c'est-à-dire la caractéristique qui va être donnée aux aliments, elle est essentiellement dépendante des éléments environnementaux. Parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments à l'extérieur de nous qu'à l'intérieur de nous. Nous, on est tout petit. On est tout petit. Et on fait partie aussi de l'environnement. Ah mais absolument, on en fait partie. Sauf que aujourd'hui, il y a cette tendance qui nous maintient dans une position réductionniste de s'intéresser uniquement à ce qui se passe là. Là. Et encore, quand on s'y intéresse encore un petit peu trop, à mon goût, par l'abord symptomatique et pathologique. C'est-à-dire que moi, quand j'en parle, c'est de la façon physiologique. C'est-à-dire comment est-ce qu'un corps fonctionne quand il fonctionne. Mais la plupart des gens n'ont pas déjà cette connaissance à la base. Ce qui fait que lorsqu'ils ont des symptômes qui apparaissent, comme ils n'ont pas de référentiel par rapport à la santé, ils ne sont pas dans la capacité de donner du sens à leur pathologie et à leurs symptômes. Et du coup, ils deviennent un petit peu dépendants, soit des modes, soit des gourous, soit des personnes qui vont leur proposer des remèdes miracles. Alors si on essaie de donner des clés aux gens qui regardent cette vidéo sur comment commencer ce premier cheminement,
Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui savent que la santé, c'est pas qu'une histoire d'alimentation ou pas qu'une histoire d'exercice physique ou que, etc. etc. C'est une globalité, c'est une hygiène de vie. Et comme c'est un mode de vie, il y a vraiment... Quels ont été vraiment, ou peut-être, comment est-ce que tu pourrais guider quelqu'un vers des lectures, un auteur, une certaine forme de philosophie, peut-être qui pourrait être un premier éclaircissement, en plus de cette vidéo qu'on vient de faire, pour être un premier pas sur ce cheminement, par exemple, tu vois, des références, parce que je pense que c'est le genre de commentaires qui vont venir. Ouais, alors ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je pose et qu'il va falloir qu'on rediscute par la suite, Bien pour sûr. que je te le propose, parce que dans mon cas, ça a été vraiment un très long cheminement. Et donc, pour proposer quelque chose d'objectif aux personnes qui aimeraient justement intégrer et pouvoir avoir une vision un petit peu de ce dont on parle là, je vais reprendre un petit peu toute ma bibliographie et essayer de proposer du coup quelque chose qui me semble moi adapté. Mais des lectures, mais j'en ai, mais Non, bien sûr. voilà, à foison. Et j'aimerais vous dire, lisez tout. Mais lisez tout. Mais évidemment. Mais vraiment, Bien sûr. vraiment, parce que tout est essentiel là-dedans. Et allez voir aussi des lectures qui peut-être vous rebutent de prime abord. C'est tellement important. Évidemment, C'est bien sûr. tellement important. Bien sûr. Tellement important. Super. Il y a des questions que j'aime bien poser à mes invités qui sont un peu classiques, tu vois. Il y en a une, c'est si tu avais la possibilité d'écrire sur un panneau publicitaire géant quelque chose que tout le monde verrait, parce que c'est un carrefour, genre il y aurait le monde entier qui traverserait ce carrefour. Et là, tu as la possibilité de mettre une phrase. Qu'est-ce que tu écrirais? Je mettrais connais-toi toi-même et tu découvriras le monde. Super, parce que quand on étudie soi-même, Quand on apprend à se connaître, quand on apprend à... Parce que pour moi, apprendre à se connaître, c'est apprendre à s'aimer. Et quand on arrive à toucher cette forme de grâce à l'intérieur de soi, quand on apprend à s'aimer, on est prêt à découvrir le monde. Et à aimer aussi. Et du coup, à l'apprécier tel qu'il est. Parce que quand on ne fait pas ce cheminement-là, en amont, on est très fragile et on est soumis en fait à des stimuli qui, en temps normal, sont neutres, mais nous apparaissent comme des agressions. Et du coup, on se referme. Et à se focaliser sur ce qui ne va Et du pas. coup, on s'enferme sur ça, et du coup, ça crée des tensions avec les gens, ça crée des tensions socialement, environnementaux, et donc, du coup, on a du mal à s'adapter. C'est une forme de stagnation dans le négatif. Oui, oui, parce qu'en fait, on n'est pas... Notre contenant n'est pas prêt, n'est pas formé. C'est un petit peu comme en embryologie, en fait. Les 9 mois embryologiques sont surtout là pour justement préparer le vivant à ce monde essentiellement gazeux. Et puis c'est vrai, c'est à partir du moment où on s'aime soi-même, c'est à partir du moment où on a une émotion en nous qu'on est capable d'aimer. Et qu'on arrive à générer cette émotion en soi, on la sent. Bien sûr, on peut donner de toute façon que quelque chose qu'on en a déjà. Oui, et puis on a une propension, lorsqu'on a fait ça à l'amont, on a une propension à donner, sans attendre de recevoir. Et là on touche une forme de grâce, de bien-être qui fait que, quelles que soient les situations, on arrive quand même à s'adapter. On ne se sent pas agressé. Même quand ça devient agressif en face, on se sent quand même assez bien, parce qu'on est bien avec soi. Donc même si à un moment donné ça devient agressif à l'extérieur, on a besoin de se replier vers soi, mais à l'intérieur il n'y a que de l'amour, on est bien. Bien sûr. Donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, si on se fait agresser à l'extérieur et qu'on n'a pas fait le travail en amont à l'intérieur on n'aime pas non plus parce qu'on n'est pas à l'aise, alors là on n'est pas bien. Là il n'y a pas de fuite possible, donc on peut rentrer dans des états dépressifs, dans des états d'anxiété, d'angoisse, d'agoraphobie, enfin énormément de symptômes. Moi j'aime dire que c'est tout. La mode en ce moment c'est le développement personnel. Oui, tout à fait. Ce terme, j'aime pas trop parce que je pense qu'on est déjà complet. Et par contre, je pense qu'on a des potentiels. Ça, ce terme-là me plaît plus et que j'aime expérimenter par la loi de l'Hormèse. Et quand quelqu'un me parle de telle technique de développement personnel, telle technique, etc., il dit ouais c'est bien et ça va sûrement te permettre de faire un cheminement intérieur. Mais dis-toi bien que la pertinence de cheminement intérieur, enfin en tout cas il sera pertinent uniquement si la finalité c'est d'être tourné vers l'autre et d'être dans le don. En fait pour moi c'est un principe. Parce que on est, en tant qu'humain, nous sommes des êtres sociaux.
Il y a une phrase justement de Charles Aznavour qui est certainement la phrase que je préfère de lui, qui dit que l'homme est un solitaire qui a besoin des autres. Et pour moi, ça définit exactement ce que l'on est, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une forme de solitude pour pouvoir épanouir ce que l'on est en tant qu'être humain individuellement, mais on a besoin pour ça, en fait, on a besoin pour ça d'échanger et de développer ça avec les autres. Pour résumer ça, ou pour en tout cas faire une analogie, je dirais que la solitude, c'est l'homéostasie, et l'échange avec les autres, c'est l'homéorésie. Ce qui implique que si vous voulez vraiment bien vivre aussi avec vous, non seulement vous devez être bien au départ, mais vous devez aussi pouvoir échanger correctement avec les autres. Mais dès que vous êtes bien avec vous, tout comme un principe, hein, vous allez forcément être porté vers les autres. Mais automatiquement. Ouais, si vous êtes bien, vous n'allez pas avoir envie de vous enfermer dans votre chambre. C'est une porte, exactement. Porte qui s'ouvre. Et après, vous allez échanger des choses qui vont vous renvoyer vers vous. Moment de solitude, hop, autorégulation, homéostasie, et homéostasie, je repars vers les autres. Et ça, et quand on atteint par la suite un état vraiment d'équilibre, je dirais quand même assez important, et bien les deux arrivent à se confondre. C'est-à-dire que la distance entre les autres, entre les deux, s'amenuise. Tu nous donnes quelques bribes, je pense qu'on essaiera de développer dans d'autres vidéos. Mais spécifiquement, ouais, et un peu plus en profondeur. Et en donnant quelques références pour que chacun puisse aller chercher. Et que ça fasse élever plein de conscience. Mais avec plaisir. Pour terminer, j'aime bien faire une expérience de pensée. Ah, ça te branche? Ah bah moi j'adore ça. Alors imaginons. J'ai construit une machine à remonter dans le temps. Ouais. Je te pousse dedans. Ouais. Je t'envoie 20 ans en arrière. 20 ans en arrière. Et tu rencontres Pierre Etchart, moins 20 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dis comme conseil? Qu'est-ce que tu lui dis? Continue, t'es sur la bonne voie. Ouais. Ah ouais. Ah oui, parce que je suis... Ouais. Parce que j'ai... Enfin bon, après c'est très personnel, mais moi j'ai une vie pour laquelle j'ai une reconnaissance incroyable pour tout ce que j'ai pu vivre, pour tout ce que j'ai appris, pour tous les échanges que j'ai pu avoir, tous les gens avec qui j'ai échangé des choses tellement intenses. Voilà, des fois ça a été plus difficile que d'autres, des fois ça s'est mal terminé, des fois ça s'est bien terminé, mais il y a toujours eu de l'apprentissage. De l'apprentissage et surtout cette étincelle qui a montré à quel point la vie était belle, quoi. Et qui m'a donné l'envie de m'améliorer, de me corriger, parce que j'ai fait énormément d'erreurs dans ma vie aussi. Il y a énormément de choses et j'ai à cœur vraiment de systématiquement faire attention à ce que tout ce que je fais, je suis systématiquement en train de vraiment m'interroger sur la valeur de ce que je fais. Donc je me remets toujours, exactement. Et l'humilité et la remise en question pour moi, plus ça va et plus ce sont des valeurs qui sont vraiment primordiales, vraiment primordiales. Bien sûr. Quand on parle de sagesse parfois, je pense que ça ne peut être en tout cas abordé que par le prisme de l'humilité. Ouais. C'est-à-dire un sage, c'est pas quelqu'un qui te donne des bonnes réponses, c'est quelqu'un qui te pose des bonnes questions. Et qui est à la recherche, toujours dans une recherche infinie. Et c'est ça qui est beau. Parce que là, on se rend compte que, je dis souvent cette phrase, que la plénitude, elle est sur le cheminement et pas dans le but à atteindre. Donc, je vais juste te mettre une petite précision. Ah, j'aime ça. Vas-y. D'accord. Sur tout à l'heure, quand je disais « connais-toi toi-même », il faut bien comprendre, il y a un élément paradoxal dans ce terme-là, mais quand le fait de se connaître soi-même, ça prend plus d'une vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où moi ça y est, moi, par exemple je me connais, c'est bon. Non, c'est un cheminement. D'accord? Mais l'important c'est pas de se connaître soi-même, c'est de suivre ce chemin. De suivre ce chemin et d'être toujours attiré et aspiré vers des éléments qui nous permettent de mieux nous connaître. Et de ne pas tomber dans des diversions qui nous font stagner ou qui nous font régresser. D'accord? Et du coup, le fait d'être sur ce chemin et du coup d'échanger avec les gens nous permet par la suite d'agrandir ce chemin et d'être de plus en plus précis en fait vers là où on veut aller. Merci mon ami. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, vraiment merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et rendez-vous dans un prochain épisode. Ah oui, on a beaucoup de choses à détailler là. Beaucoup de choses à détailler. Merci. Je t'en prie.